Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation. Je suis honoré de voir que la salle est pleine. Je viens de demander à Ellie combien la salle pouvait accueillir de personnes et vous êtes 220, donc merci d'être là et de venir assister à cette présentation. J'espère qu'elle vous plaira. Pour gagner un petit peu de temps et pendant votre temps d'arrivée, je vous ai laissé la slide corporate pour avoir quelques informations clés sur l'entreprise Preligens et gagner un petit peu de temps sur la présentation. Et je vous rassure tout de suite, vous êtes bien sur la présentation qui s'intitule « Comment créer des logiciels pour les espions ». Avant de la commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un tout petit peu connaissance. Et comme on ne peut pas faire connaissance tous un à un avec 220 personnes, je vais vous demander de m'aider en levant la main et de me dire si vous êtes ou pas des développeurs. Levez la main ceux qui sont développeurs dans la salle. OK, on a un bon compte. On va poursuivre un petit peu le jeu. Qui est développeur? Allez, on va essayer de spécialiser un petit peu en une application web. Levez la main. OK, il y en a quand même pas mal. Qui est spécialisé en développement embarqué? Ah, on a quand même un peu de monde. Qui travaille sur de l'intelligence artificielle ici? Un peu moins. Tiens, j'aurais plutôt dit l'inverse. J'aurais été tenté de faire l'autre pari. On a quand même quelques personnes. Qui fait du temps réel embarqué? On commence à arriver sur la niche. Ok, bon, je suis content de vous rencontrer. Je vois à peu près qui est dans la salle en termes on va dire, d'activité de façon hyper macro. Et je vais moi aussi me présenter. Je m'appelle Pascal Lécuyon et je suis vice-président développement et production de chez Preligens, que j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans, en 2021, avec pour mission créer les meilleurs logiciels d'IA pour analyser une masse de données énorme au service de la défense et du renseignement. Mais avant de faire ça, moi j'ai commencé en tant que développeur logiciel embarqué temps réel pour ce qu'on appelle les applications critiques, puisque j'ai passé 10 années en direction technique d'équipe chargée d'un projet qui était un projet de véhicule autonome. Et c'est comme ça que très récemment, maintenant il y a 2 ans, j'ai rencontré Arnaud Guérin et Renaud Alliou, les cofondateurs ingénieurs de la société Preligens. Et c'est là qu'on a eu, on va dire, une belle aventure qui a commencé et que j'ai pu prendre ce poste dédié au développement logiciel et à la production de nos solutions logicielles. J'espère que ça vous donne une petite idée et qu'on ait pu partager au moins les présentations grâce à ce début. On va commencer par notre problème. Notre problème de départ, c'est que les données au service de la défense et du renseignement sont très nombreuses. Elles ne sont pas juste nombreuses, elles sont en augmentation exponentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, ici il y a quelques chiffres. C'est les montants en milliards d'euros investis, dépensés dans les capteurs au niveau national. Je vous laisse imaginer les ratios qui sont x20, x50 quand on regarde ce qui se passe outre-Atlantique sur ce type de sujet. Il y a une montagne de données qui a complètement explosé et qui est désormais disponible. Et ça va de plus en plus dans le sens exponentiel, donc ça s'accroît sans cesse. Et en face de ça, on a un cycle du renseignement qui est décomposé en 4 étapes. Une phase d'orientation des capteurs, une phase de collecte des données, traitement et analyse de ces données, puis enfin diffusion des informations et des analyses. Au niveau du renseignement, cette boucle, la capacité à pouvoir l'itérer et la faire tourner rapidement est essentielle. Si vous regardez des conflits récents comme ce qui se passe en Ukraine, c'est clairement un avantage compétitif dans la guerre majeure que de pouvoir avoir une boucle de renseignement courte. Là, on va aussi regarder qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde commercial. Et donc, ce n'est pas que du côté militaire. Dans le monde commercial, il y a une multiplication des fournisseurs de données, des sociétés qui se positionnent. Il y a des lancements de satellites en permanence et il y a de plus en plus de capteurs qui sont autour de la Terre. Pour parler de différents types de technologies, on va parler d'optique, de radar, d'infrarouge. On peut aussi parler d'autres types de données, comme par exemple les signaux, on va dire, radio, et également tout ce qui est disponible sur les réseaux sociaux. La montagne, on utilise souvent une métaphore, on parle d'un tsunami de données qui arrive, et les méthodes d'avant, les anciennes méthodes pour analyser et traiter ces données qui comptaient sur l'humain, pour faire directement une première analyse, tout lire, tout comprendre et tout analyser, ne passent pas à l'échelle. Il faudrait qu'on double, qu'on triple, qu'on multiplie par 10 nos effectifs militaires pour pouvoir tout analyser ligne à ligne, texte à texte, image à image. C'est juste impossible. Or, ça serait vraiment dommage, vu l'investissement qu'on a placé dedans, que de jeter toutes ces données qu'on peut avoir désormais à disposition. Donc ça, c'est le problème de départ qu'on se pose, et si on est spécialisé en IA, c'est pour venir répondre à cette problématique chez Preligens.
Alors, comment font les autres dans l'industrie en général? Image classique d'un data center, on peut imaginer du stockage, du calcul, différents types de ressources disponibles, un environnement très propre, très maîtrisé, très industriel, dans lequel on va venir déposer sa solution logicielle, mais pas que. Une fois qu'on est dans ce data center, aujourd'hui, on a accès à énormément de solutions déjà bien industrialisées et faciles, et voire même économiques. On va pouvoir faire appel aux différents providers de cloud, on va pouvoir utiliser différentes technologies qui vont nous permettre de passer à l'échelle en termes de traitement de données, en termes de stockage de données. On va pouvoir faire appel à plusieurs plateformes d'intelligence artificielle qui vont nous prémâcher tout le travail, dans lequel on va peut-être plus qu'avoir que des éléments en interface graphique à déplacer. On a une belle histoire qui est racontée dans un monde idéal où ça devient de plus en plus facile, de plus en plus accessible et de plus en plus économique de faire de l'intelligence artificielle. Donc si on résume, on peut retrouver des infrastructures, on peut retrouver des outils, on a tout un écosystème qui est mis à notre disposition. Et quand on se met dans l'impôt du Cloud AI Engineer ou Data Scientist, il va se retrouver avec un système très confortable derrière son bureau. Il va pouvoir faire plusieurs mises en production par jour à distance, observer, monitorer l'ensemble des informations et des métriques disponibles de son instance. Il va être à l'état de l'art de la CI/CD et ça va être assez confortable. Sauf que, vous vous en doutez, pour nous, pour la défense et le renseignement, cette réalité n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Ici, vous avez une image qui montre un exemple de type d'environnement pour déployer nos solutions logicielles. Vous pouvez imaginer une opération extérieure avec un système informatique endurci qui va être déployé loin, dans un environnement peut-être, allez, prenons un exemple, désertique, aride, sec, dans lequel il y a des températures extrêmes, plus de 40 degrés, beaucoup de poussière, du sable. On peut imaginer également que l'alimentation électrique n'est pas très stable. Elle va peut-être couper plusieurs fois dans la journée. Bon, il va falloir pouvoir gérer tout ça. Et donc, ça va nous demander de faire appel à d'autres solutions, d'autres outils, d'autres produits pour pouvoir répondre à la problématique qui est posée que le magnifique et beau data center qu'on avait vu précédemment. Un deuxième exemple d'environnement dans lequel on peut déployer nos solutions. Donc là, vous avez une porte d'entrée d'une base militaire. Pour l'histoire, on va imaginer qu'elle est secrète. Et dans cette base militaire, déjà, pour arriver à cette porte, vous avez dû passer beaucoup d'étapes. Il y a des barbelés, il y a des grillages, il y a des contrôles d'identité. Ça, c'est la première étape extérieure, mais on peut même remonter un peu en arrière. Il faut obtenir des habilitations, il faut obtenir une autorisation d'accès sur le site, il faut obtenir beaucoup d'éléments pour ne serait-ce que déjà pouvoir se présenter au portail d'accueil. Puis après, à l'intérieur, il y a des protections périmétriques nombreuses qu'on va devoir passer les unes à la suite des autres. Ça ne va pas être juste, on rentre dans le bureau et ça y est, c'est parti. Quand on arrive dans cette base militaire secrète, on est coupé du monde. Il n'y a plus du tout de connexion, il n'y a plus de téléphone, on a été d'ailleurs en général allégé de notre matériel, et il n'y a plus rien qui capte, il n'y a plus de communication avec l'extérieur possible, c'est extrêmement cloisonné, même les ondes ne passent plus au niveau de cette salle, donc il faut s'imaginer en déploiement dans cet environnement-là, coupé du monde, coupé du reste de ses équipes, pour pouvoir réaliser sa mission de déploiement. Et puis enfin, on peut se déployer sur d'autres types de cibles de déploiement. Ici, on a un porte-avions, par exemple le Charles de Gaulle, donc dans lequel on peut être amené à faire un déploiement. Donc, je vous imagine la logistique pour aller mettre à jour une solution logicielle sur un porte-avions. Alors déjà, quand c'est en opération extérieure, ça va être très compliqué, voire complètement impossible à réaliser. Puis après, il va falloir bien synchroniser et les fréquences et les timings de livraison vont être assez spécifiques. En somme, la vue idéale cloud du data center avec toutes les solutions et tout l'écosystème dont on est abreuvé, et à raison, je pense, dans tout un tas de cas de figure au quotidien, ne marche pas ici. On a d'autres éléments à prendre en compte. Le mainstream est inapplicable à notre contexte. Alors, si on résume un petit peu cet environnement et ces contraintes, qu'est-ce que ça nous amène comme difficulté? Déjà, on n'a pas d'accès aux données des clients. Ouais. Gros problème, quand on fait de l'intelligence artificielle, du deep learning, on va avoir besoin d'un très grand volume de données et les données de nos clients pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne. Là,
au-delà de l'accès physique, la donnée est également inaccessible, même si on avait réussi à rentrer sur le lieu, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas la ramener, on ne peut même pas obtenir la spécification qui dit à quoi ressemble la donnée. Donc, premier gros challenge, ici, les données ne sont pas disponibles. Comment on va faire? Deuxième problème, nos modèles d'intelligence artificielle, une fois déployés, on n'y a plus accès. Donc, si on veut les améliorer, ça va être assez compliqué, comment on peut paramétrer, tuner, essayer, tester. Extrêmement compliqué de pouvoir réaliser cela. Et puis, quand on fait un produit, on pense utilisateur. Donc, on a aussi envie d'avoir des retours des utilisateurs, voir ce qu'ils utilisent moins, ce qu'ils aimeraient avoir comme solution, fonctionnalité, quels sont leurs problèmes, comment on peut les aider. Et là, les utilisateurs, je vous laisse imaginer, ils ne sont pas très bavards. Voire même, ça peut être gênant de leur poser des questions parfois. Quand on a l'opportunité de parler avec eux, ce qui est rarement le cas également. Donc, gros challenge, grosse difficulté, comment on obtient les retours utilisateurs. Enfin, deux autres points, on n'a pas d'accès direct au hardware, au matériel. Ce n'est pas forcément ce sur quoi on va venir déployer notre solution logicielle. Et à la stack qui a pu être mise en place par les équipes de nos clients, on n'a pas forcément toujours les informations. Donc, il y a toujours une phase de découverte et une difficulté à pouvoir travailler. Tout ce que vous avez l'habitude de connaître dans le cloud n'est plus vrai dans ce contexte-là. Alors, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est pour vous partager comment nous, on a cherché à dépasser ces différentes problématiques tout en gardant de l'agilité dans notre capacité de développement. Ce qui, vu les contraintes, est un sacré challenge. Donc, je vais commencer point par point. Je vais commencer par le premier point sur le problème de la donnée. Sur le problème de la donnée, on n'a pas accès aux données des clients. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des proxys de ces données de nos clients. Comment on a fait? Heureusement, aujourd'hui, désormais depuis plusieurs années, il y a de la donnée commerciale. Il y a des fournisseurs, on les a vus un peu plus tôt, qui donnent des données proches de celles des clients, pas identiques, il ne faut pas rêver non plus. Et ces données-là, on peut les acheter. Voire même, aujourd'hui, il y a certaines données satellites. Si vous avez une carte bancaire, vous pouvez aller voir certains de ces fournisseurs et dire je veux telle image satellite de tel endroit à telle date. Vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. C'est peut-être pas démocratisé, mais pas loin. En tout cas, c'est devenu beaucoup plus accessible qu'avant. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté énormément de données commerciales pour faire nos bases d'entraînement et de tests. Le deuxième point, c'est l'utilisation de la simulation. On a développé des outils qui nous permettent de simuler les données sur lesquelles on a besoin de s'entraîner. Et donc, on a fait un mélange entre des données commerciales achetées et des simulations pour pouvoir créer des cas, des situations, des sets de données qui nous permettent de nous rapprocher au plus près du besoin, en tout cas de ce qui nous permet d'atteindre les besoins de nos clients en termes d'algorithmes et de performance. Et puis enfin, ici, on a un exemple sur la slide du milieu. On a l'impression d'être un peu dans une tempête de sable. On utilise également des techniques dites de transfert de style. On est capable, à l'aide d'une image de départ, de pouvoir la décliner en variante et donc de lui appliquer des effets. Je veux que cette image soit la même, mais avec une tempête de sable, enneigée, c'est l'été. Voilà. On peut appliquer plusieurs variations. Donc, à l'aide de ça, on part de données commerciales réelles, on simule des objets à détecter, des éléments, des données qui sont d'intérêt pour nous dans ces images suivant différents scénarios. On leur applique des transferts de style pour représenter différentes conditions météorologiques, par exemple. Et on arrive à commencer à se constituer un jeu de données qui commence à se rapprocher de celui de nos clients. Donc, premier point sur lequel on progresse, la partie accès aux données. Second point, la partie modèle, effectivement, on n'y a pas accès chez le client. Donc, on a dû fortement s'industrialiser et s'équiper nous-mêmes avec ce qu'on a appelé notre AI Factory, notre usine à algorithmes, dans laquelle on a investi beaucoup de temps de nos équipes et on a dédié une équipe d'une vingtaine de personnes uniquement au développement et à l'implémentation de cette AI Factory. Alors, ce que vous voyez dans le schéma de gauche, les différentes étapes, la vision un peu lean management ou industrielle de la création de ces algorithmes, avec les annotations de données, les créations de jeux de test, d'entraînement, les configurations des différents modèles, de tous les paramètres,
et enfin packaging, test, livraison. Qu'est-ce qu'on peut vous partager comme élément clé sur cette AI Factory que nous avons actuellement? Bah, on a à peu près 120 briques, chacune configurable, qu'on peut combiner. Si on fait la combinaison, l'ensemble de ces 120 briques et de leur configuration, on arrive à 100 000 combinaisons possibles, réalisables, pour cette partie-là sur l'algorithme. Ce qui est assez intéressant en termes de champ de possibilités. Créer un algorithme d'intelligence artificielle, il y a une partie dans la démarche qui est empirique, avec des essais et des itérations pour converger vers un maximum, une performance à atteindre. Et donc là, avec cette possibilité, ce champ des possibles de combinaison, on a un beau terrain de jeu pour pouvoir itérer et s'améliorer. On est capable, grâce à l'automatisation d'énormément de tâches dans cette AI Factory, de pouvoir réaliser jusqu'à 2000 expérimentations par mois. Et donc, c'est nos data scientists qui viennent définir et lancer des expérimentations. Ils sont lancés automatiquement, orchestrés, on a les résultats et on automatise la convergence vers les performances les plus optimales. On a 17 architectures de réseaux de neurones modulaires disponibles en cœur. Quand je vous ai dit qu'il y avait 120 briques, c'est parce que dans cette AI Factory, on n'a pas que des réseaux de neurones dedans. On va avoir une combinaison de systèmes de pré-processing, post-processing, des réseaux de neurones, de la computer vision. On va avoir une vraie palette de tout ce qui peut nous permettre d'améliorer la performance de notre algorithme à la fin. Et ce n'est pas juste un réseau de neurones tout seul, perdu. Au contraire, c'est un énorme arbre. On a certaines représentations chez nous de à quoi ça ressemble quand on modélise ça. C'est un énorme arbre avec plein de briques d'étapes et de chaînes qui viennent se réaliser et qui permettent d'arriver aux meilleures performances. On en parle aussi souvent, mais on a des équipes dédiées à la partie recherche en intelligence artificielle chez nous, ce qui nous permet de rester toujours, on va dire, à l'état de l'art. On essaye et parfois on arrive à le dépasser sur certains sujets, mais ne serait-ce que d'être à l'état de l'art, c'est déjà hyper intéressant sur beaucoup d'aspects. Et par rapport à ça, on a mis en place une capacité à intégrer tous les articles sur lesquels on passe du temps de cette équipe recherche dans notre AI Factory, donc disponible pour les data scientists en production en moins de 6 mois. Ce qui nous permet d'assurer, on va dire, de toujours rester à la pointe de la technologie et d'éviter de nous faire dépasser aussi par quelqu'un qui aurait trouvé un papier dans un coin et qui l'aurait implémenté alors que nous, on ne l'aurait pas vu. Pour faire des releases de ces algorithmes, il y a plusieurs étapes. Donc on commence par la donnée, la notation, les créations des jeux d'entraînement et de test. Il y a des itérations successives pour converger vers la performance optimale suivant plusieurs critères. Et donc, on est capable de pouvoir faire des itérations et des évolutions de chacun de nos algorithmes entre 6 à 8 semaines grâce à cette usine logicielle. Vous avez en dessous quelques éléments de cette AI Factory. Pour la décrire un petit peu plus techniquement, on a une base de données qui permet de centraliser l'ensemble des données, d'y accéder et de pouvoir y constituer nos jeux de test et d'entraînement. On a les principaux classiques qu'on a en intelligence artificielle derrière en termes de technologie, une orchestration d'expérimentation avec Valoai, qui est une société finlandaise qui nous aide aussi sur le sujet, et puis bien sûr Docker. Donc, on a passé beaucoup de temps sur ce chantier, mais aujourd'hui, on est assez fiers de notre AI Factory, on continue d'investir dedans, et ça nous apporte vraiment une capacité à pouvoir itérer, même couper des modèles chez les clients, et de pouvoir nous faire tout un tas de combinaisons et d'expérimentations avant même d'aller livrer et d'interagir avec les données des clients. Troisième point, les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, à gauche, je vous ai mis la photo du général Grégoire de Saint-Quentin, qui fait partie de notre entreprise. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? On a décidé d'appliquer une méthode vieille comme le monde. Les anciens des forces nous rejoignent après leur service pour pouvoir aussi représenter les besoins des utilisateurs chez nous. C'est un moyen officiel, transparent, de pouvoir fonctionner efficacement sur ce chantier. Et pour ça, on a aussi développé l'engagement de l'entreprise au niveau des forces. Donc c'est un engagement réciproque. On a actuellement 10% de nos effectifs qui sont constitués d'experts du renseignement ou d'anciens militaires. On a mis en place une politique de réserve, donc la réserve opérationnelle. Les employés de l'entreprise peuvent servir dans la réserve opérationnelle jusqu'à 30 jours par an et leur rémunération est maintenue à 100%. Donc c'est aussi un acte d'engagement de l'entreprise avec l'armée et avec les forces. Si les employés souhaitent le faire, bien sûr, personne n'est
tenu ou forcé de le faire, c'est vraiment un acte de bénévolat, de volontariat que de s'engager. Et enfin, on fait du sponsoring, notamment pour un bateau de la Marine nationale avec Philippe Hartz, qui est un ancien commando marine et qui fait la solitaire du Figaro. Donc on développe et on maintient nos relations au-delà du simple contexte professionnel avec les armées. Tout ça nous permet d'avoir un contact étroit, une compréhension fine des besoins de nos clients et on crée régulièrement des ateliers en interne avec nos anciens des forces où on leur présente des nouvelles fonctionnalités. On leur demande de les tester, de les challenger, de nous faire des retours et ça nous permet de faire une forme de proxy de ce que nos clients ont vraiment comme besoin et donc d'avancer même sans avoir un accès direct à eux. Point suivant. Bon. La logistique pour accéder au site est loin d'être évidente, coûteuse et longue. On n'a pas envie d'avoir un bug en production. Un exemple simple, ici, 7 jours. Rien que pour obtenir le droit d'accès, il y a un préavis de 3 jours en fonction des sites. Il faut avoir anticipé la logistique pour le déplacement des équipes. Une fois qu'on arrive, coup de bol, on est capable de résoudre le problème sur place. Bon, on l'aura résolu peut-être en 3-4 jours. Dans la majorité des cas, il faut mener des diagnostics plus avancés, revenir dans notre base à nous, c'est-à-dire dans notre bureau, échanger avec les collègues, mettre en place une mise à jour, la tester sur toute notre batterie, sur toute notre campagne de test. Il faut replanifier le déplacement suivant pour redéployer la mise à jour. On est plutôt sur 7 jours. Donc le coût du bug qui rend une fonctionnalité indisponible en production est très cher. Donc, ça nous impose d'être particulièrement exigeants sur notre process de développement, sur nos objectifs de qualité avant une mise en production. On peut difficilement dire on balance tout en prod avec des rollbacks automatisés et une détection qui permet de voir l'observabilité instantanée. Qu'est-ce qui se passe? Hop, je change, je fais un clic, c'est réparé. Ce n'est pas possible chez nous. On a également envisagé, et on discute avec certains de nos clients, le fait de pouvoir mettre des pré-productions. Donc ça serait pour traiter une partie des problèmes qui seraient des problèmes de mise en production. Je rappelle que quand on déploie une mise à jour, on ne sait pas forcément ce qui a changé du côté du client. On ne connaît pas ces données, peut-être qu'il y a des nouvelles données, il y a peut-être eu des évolutions d'interface, peut-être que l'infrastructure a changé, peut-être qu'il y a eu des changements matériels, peut-être qu'il y a eu des changements de stack de middleware autour de notre solution. Donc on a toujours un petit côté surprise, c'est ce qui met le piment dans notre métier. Et donc on se dit, pourquoi pas mettre plusieurs environnements de production en parallèle, et puis comme ça, quand on fait des changements, on pourrait basculer l'un à l'autre. Pour les clients, l'infrastructure, on n'est pas dans le cloud, donc l'infrastructure pour juste le produit est déjà conséquente par rapport à ce qu'ils ont habituellement comme solution. Donc le fait de doubler ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est envisageable économiquement. Et puis il y a aussi une question de place. On est sur une base militaire, il n'y a pas forcément toujours la place qui est prévue, anticipée pour avoir un espace gigantesque. Ce n'est pas des hangars qui sont réservés pour ce type d'activité. Donc les contraintes assez pragmatiques ne nous permettent pas toujours de mettre en place un environnement de pré-production chez le client. Voilà. En quelques mots, il faut qu'on soit bon du premier coup et il faut qu'on soit particulièrement attentif à ça, ce qui nous impose d'avoir un cycle de développement un peu plus long que les standards cloud qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à l'état de l'art si vous faites sur votre produit plusieurs mises en production par jour. C'est recommandé, il y a beaucoup de livres qui en parlent. Je ne sais pas si vous avez eu Accelerate, il faut vraiment réduire le temps au maximum. Alors, nous, on a un cycle de développement sur des mises en production qui sont tous les 2 mois. Ça peut paraître loin de cette réalité. On a décidé tout de même d'essayer de rester au maximum agile. Et donc, on a une partie de notre produit qui est déployée chez nous en interne sur des ressources cloud, sans aucun accès aux données des clients. Donc, ça ne nous permet pas de tout couvrir. Mais on a des mises en prod quotidiennes de nos solutions sur nos infrastructures internes, sur des environnements de test, ce qui nous permet quand même d'avoir ces feedbacks au quotidien de ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'il y a comme impact, et de récupérer déjà une bonne partie de problèmes en amont. Donc, ce n'est pas parce que le produit final est coupé, entre guillemets, du monde, que nous, on ne peut pas mettre en place des bonnes pratiques de développement chez nous. Par contre, il faut qu'on ait conscience, et on vous le partage, que ce qu'on est capable de reproduire chez nous, ce n'est pas 100% de l'environnement de production du client. C'est même assez loin, et il y a souvent des surprises, donc il reste quand même un gap à franchir. Pour franchir ce gap, on a développé différentes solutions.
Le premier, c'est qu'on a décidé d'investir et de s'engager dans des architectures logicielles qu'on a considérées simples, qui puissent être portables sur les différents environnements de déploiement et qui nous apportent un maximum de fiabilité. Donc, quelques exemples ici d'architecture qui nous permettent de maintenir un niveau de complexité plus faible sur nos différents sujets. On a implémenté, par exemple, des couches de déploiement automatisées des niveaux d'infrastructure de nos produits, des niveaux plateformes, et on a également outillé, quand on va chez le client, souvent c'est avec une clé USB, ou parfois quand on a des livraisons un peu plus lourdes, des disques durs portables, on a outillé également les outils de déploiement et de diagnostic avec. On ne vient pas juste avec notre produit et on le donne, on a outillé notre panoplie pour les outils de déploiement, les outils de debug, de diagnostic, et donc on est capable de venir avec nos outils quelque part quand on est sur place. On n'est pas en aveugle, on ne fait pas juste un lancement et puis on prie. On a des moyens d'observer tant qu'on est sur place, c'est un temps qui est assez court, si tout se passe bien, et de pouvoir faire des retours et d'ajuster si nécessaire. On a beaucoup investi sur ces différentes couches. On a aujourd'hui, entre nos clients, une grande disparité de leur positionnement sur les différents périmètres techniques des stacks. Certains d'entre eux vont prendre un périmètre technique jusqu'à assez haut, et donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on soit capable de s'interfacer avec eux, jusqu'à standardiser peut-être des Docker pour nous en phase de déploiement. Et d'autres ont besoin de nous pour déployer des couches plus basses de l'infrastructure. Alors on peut parfois faire du conseil sur le matériel. On peut être amené à devoir déployer des hyperviseurs, des machines virtuelles, des couches OS, les middleware. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à outiller l'ensemble de ces palettes et de s'adapter en fonction de nos clients et de leurs besoins là-dessus. C'est là-dessus qu'on a pu investir sur ce qui est présenté ici. Alors, on approche de la fin du temps de présentation et de sa conclusion, parce que j'ai prévu qu'on garde 15 minutes, si vous le souhaitez, pour les questions et un temps d'échange à la fin. Mais avant ça, je voudrais faire une petite conclusion de ce qu'on s'est partagé. Pour faire des logiciels pour les espions, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une capacité de recherche, en particulier en intelligence artificielle, pour rester à l'état de l'art et être aussi en mesure de l'implémenter dans nos solutions en production rapidement. Il nous faut un outillage, notre AI Factory de MLOps, donc une capacité à industrialiser pour nous tout le cycle qui permet de produire un algorithme et de pouvoir le livrer avec un bon niveau de qualité. Il nous faut une qualité logicielle sans faille. Alors, le 100% de qualité n'existe pas, hein, je ne vais pas vous l'inventer, mais il faut qu'on pousse le curseur le plus haut possible, puisque chaque défaut en production est particulièrement coûteux. Donc il y a un engagement fort et un investissement fort à avoir sur la qualité logicielle et la cybersécurité qui va avec. Et enfin, il nous faut prendre en compte également les sujets d'infrastructure et les activités de déploiement qui sont cruciales dans la réussite de ces opérations et sans lesquelles on aurait une augmentation des incidents et des déploiements en difficulté. Voici les 4 ingrédients clés pour réussir le fait de pouvoir livrer ces logiciels, ces solutions d'intelligence artificielle pour les espions. Je termine par un rappel de notre mission. Notre mission chez Preligence, c'est celle-là. C'est une mission qui nous tient à tous à cœur, c'est d'accompagner l'ensemble des activités de défense et de renseignement pour les aider dans leur prise de décision opérationnelle. Ce n'est pas de décider à leur place, c'est de les outiller et de les équiper pour cela. Et si on fait tout ça et qu'à la fin de la journée, on s'est bien défoncé, c'est pour un monde plus sûr. Je vous remercie beaucoup pour votre attention de ce temps de présentation. Et maintenant, on peut passer aux questions. Il y a un micro. Il y a un micro peut-être Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour la présentation. Moi, je me demandais, en fait, au niveau de la partie déploiement, je pense que c'est pas juste vous arrivez, vous installez votre solution chez les clients. Il doit y avoir aussi des phases de vérification de leur côté. Et au-delà de ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de vous faire refuser des déploiements pour des raisons X ou Y? Alors, il y a 2 niveaux de vérification à distinguer. Il y a un niveau de vérification qui est un niveau plutôt, on va dire, cybersécurité, qui peut être assuré par des agences comme l'ANSSI ou la DIRISI. Donc là, notre produit logiciel est évalué en amont, suivant une documentation exhaustive, potentiellement des audits, potentiellement du pen testing, et on va obtenir un tampon qui assure que notre solution logicielle
dans sa définition, dans ce qu'on va venir livrer, mais aussi souvent dans nos moyens de la réaliser et de la développer, respecte tout un tas de conditions qui sont normées et standardisées. Donc ça, c'est un premier élément de recette en amont. Quand on arrive et qu'on vient livrer une mise à jour ou qu'on livre une solution pour la première fois, il y a une deuxième partie qui est une recette plus fonctionnelle. On vient répondre à un cahier des charges. Il y a des besoins qui ont été formalisés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les spécifications techniques, notamment des interfaces, ne sont pas toujours parfaitement définies, mais on sait au moins dire « Ok, c'est réussi ou c'est raté par rapport aux attentes ». Et s'il y a des points d'écart, on est en mesure de venir les corriger et de les adapter. Donc il y a ces deux niveaux à distinguer. En tout cas, quand on arrive sur place, ce qu'il faut se dire, c'est que notre clé USB magique passe par énormément de contrôles, de vérifications, de scans, avant de pouvoir être utilisé et branché sur un matériel de nos clients. Donc même physiquement, le matériel est vérifié, numériquement, le matériel est vérifié, et donc on ne peut pas glisser des bêtises comme ça par inadvertance, ça ne fonctionne pas, et ça serait même pas bien vu. Je n'essayerai pas. Donc ça, c'est les deux principaux niveaux de vérification. Une fois qu'on arrive sur place, et ça me permet de rebondir sur un point qu'on peut peut-être détailler ici. Je vous ai dit, on ne sait pas toujours le matériel, les changements, les évolutions. Notre outillage nous permet, en accord avec nos clients, de pouvoir scanner le matériel sur lequel on va se déployer. Donc notre outillage nous permet de diagnostiquer déjà, faire un état des lieux de c'est quoi le terrain de jeu dans lequel on va pouvoir venir travailler pour adapter potentiellement. On a des éléments de configuration simples à adapter sur site dans nos outils qui nous permettent d'adapter notre déploiement à l'environnement. Et on part du principe que quand il y a un cas qui n'est pas prévu, on peut le redévelopper, et puis en déploiement as code avec de la configuration, derrière, on va être encore meilleur pour les déploiements suivants. Moi, j'avais une question. Donc, vous nous expliquez que lorsque vous déployez quelque chose, vos clients font pas mal de vérifications pour voir ce que vous leur fournissez. Comment vous, entre guillemets, vous protégez par rapport à vos clients en termes de gestion de la propriété intellectuelle, la duplication de produits, etc., du fait que vous êtes offline? C'est une très bonne question qu'on s'est posée à plusieurs reprises. On a implémenté plusieurs moyens de s'assurer que notre système de licence est respecté par le client lorsque notre produit est déployé. Comme vous le précisez, une fois que c'est déployé, on n'a plus de visibilité dessus. Donc on n'a pas forcément tous les moyens de tout vérifier. On a mis en place des sécurités, mais bon, j'apprends ça à personne, aucune sécurité n'est infaillible. On a juste mis en place un niveau de sécurité suffisant pour que ce soit assez pénible à faire pour que ça ne soit pas fait. Et puis les relations contractuelles seraient aussi particulièrement difficiles pour la suite. Donc ça, c'est un premier point. On a implémenté plusieurs vérifications de licence, de systèmes de timestamp, de systèmes de cas d'usage qui nous permet de nous assurer que ce qu'on déploie est cohérent avec le contrat qu'on a avec nos clients. Et ce système-là est implémenté, mis en place et suivi. Je précise aussi, ça me permet de rebondir sur un autre point, que nous ne travaillons pas avec n'importe qui. Au niveau mondial, on se développe de façon internationale. Sur une des premières slides, je pense qu'on indiquait qu'on a pu cranter 6 des 10 plus gros budgets de l'OTAN avec nos produits. Donc, de ce point de vue-là, on a une première restriction des pays cibles avec lesquels on est amené à travailler interne, qu'on fait valider et tamponner quelque part par les armées, qui font une revue également et qui nous partagent également des informations. Donc on ne travaille au final qu'avec la France et ses alliés, au sens large, pour éviter que la technologie puisse aussi avoir des problèmes de propriété intellectuelle. Ça reste quand même assez cadré et très suivi par les armées françaises. Bonjour. Bonjour. Vous parliez de qualité de code pour, évidemment, une fois que c'est déployé, vous ne pouvez plus modifier le code. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes particuliers, tant d'un point de vue qualité de code fait par les personnes, ou l'outillage? Est-ce que vous avez un outillage ou des mécanismes que vous avez mis en place? Oui, on a déployé plusieurs solutions et outils pour la qualité logicielle. Rien de rocket science ou de révolutionnaire dedans. On a toute une stratégie de test par produit qui vient se décomposer en différents niveaux de test. Une grande partie automatisée, on en a encore une partie qui reste manuelle, mais bon, des mesures de couverture en test unitaire jusqu'au test intégration, système end-to-end, acceptance. On a une grosse couverture de ce qu'on vient réaliser nous en interne. Et on a également des gates automatisés de qualité qui nous permettent d'assurer que chaque commit reste
cohérent avec notre définition de la qualité au niveau du quotidien. Donc, ce n'est pas juste des batteries qu'on fait, on fait quotidiennement sur chaque déploiement qu'on a sur nos instances internes. On a tous les jours des déploiements qui viennent s'assurer de l'ensemble de ces paramètres, mais également par commit, on a une vérification, une analyse statique de code qui est réalisée, qui vient checker non seulement nos critères de qualité en développement logiciel, mais aussi des éléments de cybersécurité. Est-ce que ça répond à votre question? Bonjour, moi j'ai une autre question. Vous avez dit que vous ne pouvez pas utiliser les données de vos clients et que du coup vous utilisez soit des données simulées, soit des données civiles, etc. Est-ce que cela ne vient pas altérer la qualité de vos produits parce que vous ne les avez pas développés et testés avec des vraies données? Et deuxième question, comment vous faites pour vous protéger de ça justement? Oui, effectivement, c'est difficile de le faire aussi bien avec des proxys qu'avec la donnée finale. Donc le premier point de réponse, c'est si on pouvait avoir accès aux données, on prendrait ça à la place de ce qu'on a mis en place, on aurait un peu plus de performance. Cependant, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a pu accumuler tellement de données commerciales, plus tout ce qu'on a pu compléter avec nos simulations, qu'aujourd'hui, l'apport en performance de la donnée de nos clients sur notre performance générale serait assez marginal. Donc pour le début, ça nous aurait fait gagner très vite beaucoup de points de performance ou de F1 score. Aujourd'hui, on est arrivé à une masse tellement colossale de données annotées qu'on a pu capitaliser, suivant d'autres sources, qu'on a pu aussi challenger quand on réalise nos jeux d'entraînement, nos datasets d'entraînement. Au final, tous les 2 mois, on vient les challenger avec des retours de nos clients. Ils nous disent, par exemple, là, le MiG-29, il est super bien détecté, c'est extraordinaire, on le voit sur tous les cas d'usage. Par contre, je ne sais pas, tel avion un peu plus rare, dans la neige, il est dur à détecter, ils ne sont pas toujours obtenus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand on a ce type de retour, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller soit via de l'acquisition de données commerciales, on a des anciens militaires chez nous, donc on sait identifier les sites, les bases aériennes où ils pourraient avoir le matériel en question. On peut obtenir des informations commerciales directement qui peuvent répondre à ce besoin, et puis on peut les compléter, on peut par simulation générer tel ou tel avion, char, tank, bateau, navire, tout ce que vous voulez, on peut les générer et les projeter sur des images satellites de référence, puis leur appliquer des variations météorologiques. Donc ça nous permet de compléter et de répondre aux besoins de nos clients. Donc au début, quand on a commencé, ça nous aurait fait gagner énormément de performance que d'avoir l'accès direct aux données. Aujourd'hui, on aimerait bien encore l'avoir. C'est quelque chose qui a une plus-value. Maintenant, ça devient de moins en moins game changer sur nos cas les plus maîtrisés. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que là, dans la présentation et en général dans notre communication, on met souvent l'accent sur l'imagerie optique et la détection d'objets. 60% de notre activité, c'est sur d'autres sujets dont on ne peut pas forcément communiquer. Et donc, il y a des sujets qui sont aussi nouveaux. Et ces sujets-là gagneraient fortement en performance très vite si on pouvait accéder directement aux données de nos clients. On y réfléchit, on y travaille avec les forces de comment on pourrait mettre en place des solutions là-dessus. Bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé plusieurs fois sur l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le cadre de votre activité, vous avez été impacté aussi par on va dire les grandes arrivées de ces dernières années avec, au niveau du public, on a eu notamment OpenAI et ChatGPT qui sont arrivés et qui ont montré une facette de l'intelligence artificielle sur le public. Est-ce que vous, ça vous a impacté ou est-ce que vous y intéressez à ce niveau-là ou est-ce que vos modèles sont beaucoup trop spécialisés pour votre domaine d'activité pour que ça soit relevant pour vous? On s'y intéresse fortement. Quand on parlait un peu plus tôt de nos équipes recherche, ça fait partie des sujets et des papiers sur lesquels il y a un suivi très près de l'actualité scientifique sur ces différents sujets. Le lien avec les besoins de nos utilisateurs et nos cas d'usage, on va dire d'un point de vue technique, n'est pas aujourd'hui évident. Générer automatiquement le prochain mot qui est le plus probable pour faire une phrase qui semble avoir du sens, c'est pas forcément tout de suite une évidence de comment on utilise ça par rapport aux besoins qui sont exprimés par nos clients et par les technologies qu'on a déjà mis en place pour y répondre. Donc on est particulièrement à l'affût et à la veille de ces sujets. On comprend les changements qui les induisent. Maintenant, de là à dire que notre travail précédent doit être tout de suite changé, aujourd'hui,
ça serait vrai sur une petite partie de cas d'usage, très petite. Je voulais revenir sur les données que vous n'avez pas. Vu que vous n'avez ni le modèle et ni les données en elles-mêmes, est-ce que votre factory là, que vous avez développé, ce ne serait pas un truc super générique qui s'adapte à n'importe quel cas d'usage? Oui. Est-ce que cette AI Factory pourrait être généralisée? On s'est plusieurs fois posé la question. En l'état, elle n'est pas conçue pour être généralisée à tous les cas d'usage d'intelligence artificielle. Il y a des sociétés qui se sont déjà spécialisées là-dedans, qui ont investi des efforts considérables et qui fournissent leurs solutions, notamment sur le cloud, actuellement, pour pouvoir que des gens comme vous, comme moi, puissent utiliser cette technologie facilement avec un coût qui est correct. Donc, en termes de réflexion, aujourd'hui, le coût que ça aurait de chercher à généraliser ce que nous avons ici, sur l'ensemble des cas possibles envisageables, par rapport à ce que ça pourrait nous apporter, fait que ce n'est pas un axe dans lequel on s'est particulièrement positionné stratégiquement. Mais c'est une question qu'on se pose régulièrement et je pense qu'on continuera de se poser pour la suite. Aujourd'hui, c'est très ciblé sur nos besoins et notre métier. Bien, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir pu passer ce temps avec vous.